Rencontre à l'ambassade palestinienne à Paris avec monsieur. À l'issue de cette rencontre, j'ai été particulièrement marqué par la passion que déployaient ces gens justement pour la défense de la cause palestinienne. Et donc j'ai décidé de traduire cette passion, cet engagement par une conférence à l'issue de laquelle on pouvait traduire de manière efficace et concrète toutes les mesures diplomatiques de droit international qui permettent aujourd'hui à la Palestine d'avoir sa place à l'UNESCO et en partie à l'ONU. Et donc, cette volonté de dépasser l'adversité par la raison, par les voies diplomatiques et par le droit international n'est en fait pas nouvelle, parce qu'en 1974, Yasser Arafat déclarait déjà devant l'ONU « Je viens à vous avec un rameau d'olivier dans la main gauche et une mitraillette dans la main droite. Ne faites pas tomber le rameau d'olivier. » C'est justement ce rameau qu'HEC Monde Arabe essaie de porter, haut et fort, à bras le corps, comme pour signifier la nécessité de faire tomber la mitraillette par le dialogue et le droit. La diplomatie est de lors un chemin ardu, éprouvant, mais pacifié, de la réconciliation et de la résolution d'un conflit qui ne peut plus durer. Nous accueillons aujourd'hui son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chef de la mission de Palestine en France, Ha'el El-Fahoum, et Monsieur Nabil Al-Hajjar, qui est vice-président de l'Université Lille 1 chargé de la culture. Le sujet Palestine, l'avènement par la diplomatie, s'est imposé comme sujet de notre conférence, puisqu'il traduisait, à notre avis, une question contemporaine de géopolitique et de diplomatie, celle d'une Palestine qui désormais tend à s'imposer à travers le droit et à travers les instances internationales. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ha'el El-Fahoum, chef de la mission de Palestine en France, a entamé sa carrière diplomatique en tant qu'adjoint chef de la mission à l'UNESCO à Paris. Après avoir occupé différentes positions d'influence, il est nommé délégué général de Palestine en Allemagne en 2005, avant d'occuper le poste d'ambassadeur, chef de la mission de Palestine en France. Sa grande expérience diplomatique pourra nous éclairer, notamment sur les questions de droit international. Pour M. Nabil Al-Hajjar, qui est vice-président de l'Université Lille 1 chargé de la culture, il est arrivé à tout juste 20 ans en France. Grâce à une bourse d'études, il devient rapidement un acteur incontournable des milieux artistiques, politiques et même académiques. Il est notamment l'auteur, chez l'Harmattan, de La guerre, une vérité humaine en 2013 et de La laïcité, ce précieux concept en 2008. Il initiera cette conférence par une mise en perspective historique qui nous permet d'embrayer sur le propos de Monsieur l'ambassadeur, un propos qui sera centré sur des considérations diplomatiques et de droit international. Ensuite, vous aurez l'occasion d'interagir avec nos invités. Au nom d'ECMA, je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Ça fait de bruit là. C'est pas moi, c'est les... Bien, bonsoir. En plus, vous êtes nombreux et nombreuses. Et ça fait, en tout cas moi, ça me fait du bien de me trouver ici, étant donné que, d'abord, la Palestine, c'est mon pays. Et mon pays pleure chaque jour, chaque matin, chaque après-midi. Et elle pleure, mais malheureusement, il n'y a que ceux qui, beaucoup maintenant, de plus en plus, qui pleurent avec elle. Certes. Sauf que nous ne sommes pas dans un siècle où il suffit de pleurer pour que les choses se passent correctement. La Palestine a été violée à un moment donné de son histoire, dont je ne suis pas sûr que tous les Français le savent. Je ne suis pas sûr, je suis même sûr que pendant des longues années, lorsque on parle de la question palestinienne, souvent, nos interlocuteurs ont à la bouche la phrase « Ah oui, c'est compliqué ». Évidemment,
C'est sans doute compliqué, mais ce n'est pas plus compliqué que plein d'autres questions qui sont compliquées. Néanmoins, c'est une manière d'éviter de parler de la question palestinienne. Et pourquoi on évitait de parler de la question palestinienne? Parce qu'il y a une culture politique occidentale, et particulièrement française, qui a fait de génération en génération de la question palestinienne comme étant une question taboue. Et non seulement taboue, mais en plus, on a expliqué à nos enfants que plutôt, il faut dire les choses autrement, on n'a pas expliqué à nos enfants d'où vient le problème, qui sont ces Palestiniens, qu'est-ce que c'est cette Palestine, et pourquoi y a-t-il un problème en Palestine. Et le tabou tourne autour, évidemment. À tel point que on pouvait même penser que les Palestiniens étaient pour quelque chose dans ce qui s'était passé au XXe siècle, comme vous le savez tous, en ce qui concerne les massacres et les morts contre les Juifs européens. Des milliers et des milliers et des centaines de milliers ont été tués par des Européens contre des Européens. Et à ce moment-là, vous ne pouviez pas trouver un seul Palestinien dans ce pays. Ni en Allemagne, ni en Italie, ni en France, ni nulle part. C'est pour dire que les Arabes ne sont pour rien. Ils n'ont jamais été pour quelque chose. Ils n'étaient pas là. Il n'y avait pas des Arabes dans ce pays. Il n'y en avait pas. Je suis désolé. Hein, on est tous pas suffisamment vieux pour avoir été à cette époque-là pour quelque chose. On n'y était pas. Et l'antisémitisme n'est pas une question arabe. En revanche, en même temps, chez les Palestiniens, vivaient côte à côte des Arabes, tous arabes, et tous arabes, chrétiens, musulmans et juifs. Et il n'y a jamais eu de problème de ce point de vue-là en Palestine. Ces questions sont juste pour dire qu'on ne peut pas. Nous sommes dans une république. La république a des règles. Et la république doit aussi porter des messages justes et exacts pour ses enfants. De ce point de vue-là, il me semble très important, par exemple, de dire la vérité. Une république ne doit jamais mentir. Une république et ses enfants doivent toujours connaître la vérité dans laquelle nous vivons ensemble. Sinon, le vivre ensemble n'en est plus. Et quand le vivre ensemble n'est pas respecté, nous savons que personne ne pourra en gagner quoi que ce soit. Par exemple, j'estime que l'histoire de la Palestine doit être enseignée à l'école française. Or, jusqu'à
il y a 2 ans, il était interdit aux professeurs d'école de parler de la Nakba. D'ailleurs, je suis persuadé que dans cette salle, il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas la Nakba, dont je vais parler très rapidement, justement, dans quelques instants. Pourquoi nous ne parlons pas de la Nakba? Pourquoi on a fait de sorte que la question palestinienne soit une question taboue, alors que les Palestiniens, comme je disais tout à l'heure, ne sont pour rien dans quoi que ce soit, et particulièrement en ce qui concerne cet épisode européen qui a eu lieu à la fin au début du XXe siècle. Je vais aussi peut-être rappeler que les gendarmes qui ont allé ramasser les Juifs de l'époque pour les envoyer dans les massacres, au massacre, pour être massacrés, c'était des Français. Et on peut comme ça, évidemment, et ce n'est pas propre à la France, ce n'est pas propre à cet épisode, celui-ci en particulier, on peut retrouver ça dans beaucoup d'endroits dans le monde, y compris d'ailleurs dans le monde arabe et partout. Je dirais, c'est propre à l'humain, et l'humain de beaucoup de bien, mais aussi il est capable de beaucoup de mal. Mais nous le savons. Alors, la question qui, devant une assemblée comme celle-ci, qui m'intéresserait le plus, c'est d'essayer de savoir et de comprendre en quoi ou comment peut-on enfin mettre sur la table la question palestinienne d'une manière claire, et non seulement d'une manière claire, mais je dirais, d'une façon qui est en rapport avec l'histoire, bien entendu, et que la question palestinienne est une question fondamentale, qui doit être réglée dans notre pays, au sens éthique du terme, au sens politique du terme aussi, afin que le rapport de la question palestinienne vis-à-vis de Français d'une manière générale soit, je dirais, soit juste, pour le moins qu'il soit juste. Cela implique, évidemment, que nous disions la vérité. D'une part, la vérité historique, j'en ai parlé rapidement, c'est l'essentiel. La vérité historique sur ce qu'on dit sur la Palestine, au moins n'est pas gêner ceux qui veulent rétablir cette vérité historique. Et lorsque on conteste, bon, les uns ou les autres peuvent contester ce que les uns ou les autres racontent sur la Palestine, qu'au moins la République soit juste pour protéger ceux aussi qui ont le droit de dire la vérité, et pour le moins leur vérité.
quitte à ce qu'on trouve le moyen et la place pour que tous, autour d'une table, qu'on puisse aller chercher la vérité si besoin, si le besoin est de vouloir ensemble chercher cette vérité. Et cela, malheureusement, on n'y arrive pas pour une raison très simple. Dans une posture qui est une posture que je peux appeler de deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, c'est une des plus vieilles postures qui ne peuvent que conduire à des situations de conflit. Parce que le deux poids, deux mesures ne peut pas, ça ne peut que conduire au conflit. Je vais vous donner quelques exemples. François Mitterrand, président de la République française. Beaucoup d'entre vous, peut-être, n'étaient même pas encore nés. Lorsqu'il a été élu président de la République, il a choisi que sa première visite à l'étranger soit pour l'État d'Israël. Après tout, c'est tout à fait... pourquoi pas dire, moi, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas. Et donc, François Mitterrand, il va à Israël, et comme la tradition l'impose, le président qui va en Israël, et même ça se passe partout dans le monde, donc il fait un discours. À la Knesset. La Knesset, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Parlement israélien. Et donc, le président François Mitterrand fait un discours, et je me souviens très bien de deux phrases très intéressantes. Et il dit dans ce discours, il dit « Je suis honoré de m'adresser à vous ». Il parle aux députés israéliens. « Je suis honoré de m'adresser à vous, vous, représentants de peuples juifs depuis 2000 ans. » Quand vous écoutez cette phrase de la part du président de la République française, la République laïque, qui est la nôtre, et quand vous savez qu'il s'agit, cette parole est la parole dans la bouche de l'un des présidents les plus intelligents que la France a donné, et qui connaît parfaitement la différence entre ce qui est une histoire biblique et ce qui est une histoire publique. Et que l'histoire religieuse est une chose et l'histoire biblique en est une autre. Et que cette confusion entre les deux, ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas juste. Et que ça fait qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, ça ne peut pas être une erreur pour un homme aussi intelligent que Monsieur le Président François Mitterrand. Et on a comme ça des exemples qui nous accompagnent, tous ceux qui s'intéressent à la question palestinienne et qui montrent que nous sommes toujours, en tout cas la question palestinienne plutôt, est toujours victime de deux poids, deux mesures. Quand, en 2008, il y a eu,
vous vous en souvenez peut-être, en 2008, il y a eu une attaque, comme ça se passe souvent, de la part de l'armée israélienne sur Gaza. Il y a eu des milliers de morts. Et il y a eu tellement de morts qu'il y a eu une réunion à l'Élysée de tous les ministres des Affaires étrangères européens. Et pour examiner qu'est-ce qu'on fait. Enfin, il y a des gens, en plus, pour certains d'entre vous, ça se passait en direct à la télévision. On pouvait se croire être devant un film de cinéma. On voyait des gens mourir devant nous, des bombes qui tombent, des têtes par terre. Enfin, c'était affreux. C'était affreux. Et donc, il est arrivé un moment où on ne pouvait plus accepter une telle situation. Donc, il fallait que l'Europe réagisse. Et donc, il y a eu cette réunion de ministres des Affaires étrangères européens. Et donc, ils ont discuté, qu'est-ce qu'on fait? Et le résultat de cette discussion était que une partie de ministres européens ont déclaré que l'action israélienne est exagérée. Et la deuxième partie des ministres était qu'il va falloir qu'on se retrouve pour rediscuter de la question. Voilà ce qui s'était passé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça, c'est de 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures qui laissent de traces sur les gens, sur ceux qui sont pour la Palestine ou contre la Palestine, qui ne supportent pas une telle manière de considérer de cette légèreté avec laquelle on considère que tant de morts dans un endroit donné, quel qu'il y soit, ce n'est pas acceptable. Mais il y a aussi, d'ailleurs en 2008, suite à cette situation, M. Sarkozy avait envoyé, le président Sarkozy avait a fini par intervenir et a envoyé une pièce de guerre française vers Gaza après que les Israéliens ont accepté de cesser le massacre qui se déroulait. Et cette pièce de guerre est arrivée face à Gaza. Et une chose qu'on n'a jamais faite encore à l'époque, jusqu'à là, cette pièce de guerre tournait ses armes vers Gaza et donc vers les Palestiniens. Dans le langage militaire, ça veut dire je vous déclare la guerre. Or, évidemment, cette question-là, ils se demandaient, mais enfin, qu'y a-t-il entre la France et les Palestiniens? Qu'y a-t-il entre la France et les Gazaouis? Parce que les Gazaouis, après tout, d'une part, sont des Palestiniens, et d'autre part, ils ont fait la guerre ils n'ont jamais fait la guerre à la France, ils n'en sont pas capables, et que de toute façon, ça n'a jamais été à l'ordre du jour de personne. Mais seulement juste pour faire plaisir au fait que Israël, après avoir massacré plus de 3000 personnes à Gaza, et qu'il a accepté de cesser
de bombarder les Gazaouis qu'on fait un acte juste pour dire, vous voyez, voilà, alors qu'on sait très bien, évidemment, que la France ne va pas faire la guerre aux Gazaouis. Il n'y a pas de quoi faire la guerre aux Gazaouis. Donc, le 2 poids 2 mesures est au centre, selon moi, est au centre de la question palestinienne, parce que quand on réglera cette question de 2 poids 2 mesures, reviendrait à dire que nous nous libérons de tout ce qui nous empêche de vraiment mettre sur la table et toutes les questions qui concernent la question palestinienne d'une part, et d'autre part, être capable d'expliquer qui sont les Palestiniens, d'où viennent les Palestiniens. La Palestine est un pays qui a existé, qui existe depuis longtemps, et que c'est la Palestine qui a été violée. C'est la Palestine qui a été détruite par l'arrivée après l'accord entre différentes... je ne rentrerai pas dans ces détails-là, entre les forces coloniales de l'époque, et qui ont donné la Palestine, alors qu'on était en pleine période coloniale, ils ont donné la Palestine au sionisme de l'époque. Et donc, et suite à quoi il y a eu ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire suite à quoi, une fois que les sionistes sont entrés en Palestine, la moitié, plus de la moitié des Palestiniens ont été envoyés, ils ont été obligés de partir, de fuir devant les sionistes armés qui les poursuivaient. Donc il y a ici, ce sont les Palestiniens qui ont subi ce viol, non seulement politique, mais c'est un viol aussi armé, militaire. Des milliers de Palestiniens sont morts à cette époque-là, parce que l'Europe, l'Amérique ont décidé de mettre un État juif. D'ailleurs, on cherchait au départ où mettre cet État juif, et finalement, évidemment, ils ont choisi la question, ils ont choisi la Palestine. Et depuis, et ça c'est peut-être la question qui nous intéresse le plus, ou qui peut vous intéresser le plus, c'est où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, la question palestinienne et les Palestiniens continuent à souffrir. Aujourd'hui, les Palestiniens subissent l'apartheid, subissent l'incapacité de se déplacer, subissent l'incapacité de s'instruire, subissent énormément de contraintes qui font que soit le Palestinien quitte son pays, ou alors on va le poursuivre à tel point que même les enfants palestiniens aujourd'hui, un enfant palestinien aujourd'hui, c'est le seul pays au monde dans lequel un enfant doit se lever à 5 heures du matin pour pouvoir parvenir à arriver à son école. Parce que sinon, s'il ne se lève pas à 4 heures du matin, il n'arrivera jamais à son école, tellement il y a tellement de barrages sur la route qui l'empêchent par le soldat israélien, qui l'empêche
d'arriver à l'heure qu'il faut pour aller à son école. C'est le seul enfant au monde à se lever à 4 heures du matin. Ça n'existe pas nulle part. Vous pouvez chercher où vous voulez. Ça n'existe pas. Seulement les Palestiniens, 4 heures du matin, doivent partir pour espérer arriver, s'ils ne rencontrent pas éventuellement des milices israéliens armés sur la route et qui peuvent faire de lui exactement tout ce qu'ils veulent et que pendant que le monde les regarde. Je propose de m'arrêter là pour l'instant et éventuellement on peut revenir sur cette première, on peut dire ça, première partie si c'est le cas, et voir un peu sur quelle autre question on peut encore approfondir. Bonsoir à toutes et à tous. Dr Nabil se retrouve dans son ambiance parce qu'il est prof d'université, le vice-président de l'université de Lille. Moi, non, mais je suis ravi d'être parmi vous. Vous avez parlé de la diplomatie. Et moi, en tant que diplomate, je vais essayer d'être pas diplomate, d'être direct et franc, parce que c'est le chemin qui mène vers les concrets, directs. Je ne vais pas vous ennuyer parce que je vois que vous êtes tous un peu fatigués, vous devez rentrer, se reposer après une journée de travail très longue, par trop de détails. Mais je vais, c'est-à-dire essayer d'expliquer certaines choses clés qui donnent vraiment un avis sur tout ce qui s'est passé. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Dr Nabil que, pour moi, en conclusion, tout ce qui est antisémite est anti-palestinien. On a subi, c'est-à-dire ce qu'ils ont subi, les citoyens juifs européens. On a payé les dettes des autres. Je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire, mais il faut dire que quand les colonisations directes commencent à s'affaiblir, surtout le monde était divisé entre deux grandes puissances colonialistes, que ce soit la France et l'Angleterre, les Anglais ils cherchaient un autre moyen, diviser pour régner là-dessus. La Deuxième Guerre mondiale, c'était quelque chose de terrible et de horrible. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de domination indirecte, en imposant des identités, des réalités nouvelles sur le terrain, en divisant la région pour mieux régner. On a subventionné des régimes sur place au service de ces grandes puissances mondiales qui s'est imposées après la Deuxième Guerre mondiale. Le peuple palestinien, il était la victime directe de ce système, qui est basé sur un système plutôt virtuel, qui a failli s'effondrer il y a quelques années à cause des problèmes des finances que tous les systèmes capitalistes ont subi et continuent à subir. On est en train d'explorer maintenant autre chose. J'espère que cette autre chose, cette stratégie, elle se basera sur certaines idées ou concepts ou sur la base de partage, d'intérêt avec l'autre et pas la domination de l'autre. Je ne vais pas rentrer, c'est-à-dire dans trop de détails dans cette approche et dans cette théorie. Si je considère franchement les peuples palestiniens comme les victimes directes de cette stratégie d'inégation, parce qu'on a traversé une période que les autres, ils ont nié notre identité, notre existence. Et le droit de détermination des peuples palestiniens n'a pas été reconnu par l'Europe qui est à travers la déclaration de Venise en 1980. Parce qu'avant, même en tant que Palestinien, je n'existais pas. Ni moi, ni mes parents. En Israël, il y a des lois, par exemple, concernant des gens qui existent physiquement, mais ils n'existent pas dans le registre de l'État. Ça s'appelle les absents, le présent absent. C'est-à-dire, il est présent physiquement, mais il est absent
dans l'État. C'est-à-dire, il y a des lois contradictoires qui n'existent nulle part dans le monde. Alors, cette sémence des futures stratégies qui s'est imposée sur la région, toute la région arabe, et elle a été introduite par les Britanniques. Diviser pour mieux régner. Malheureusement, on est en train de subir les conséquences maintenant. On appelle maintenant le printemps arabe, c'est les changements des saisons dans le monde arabe. Si on était les victimes indirectes, maintenant on est en train de voir que l'ensemble des sociétés arabes, des Maroc jusqu'au l'Irak, ils sont en train de subir les conséquences de cette stratégie d'inégation et de division. Des fois, on me pose des questions, mais après tout ce que vous avez subi, vous avez toujours l'espoir pour l'avenir. Bien sûr, j'ai toujours l'espoir. Parce que si je suis la victime directe, comme j'ai dit, le peuple arabe tout entier, c'est la victime indirecte. Les Européens aussi, ils vont subir les conséquences de cette stratégie. Les sociétés israéliennes, ils seront les victimes indirectes de cette stratégie de négation de l'autre. Si on nie l'existence de l'autre, même. Malheureusement, on parle des lois internationales et de droit international. Les Israéliens, ils se considèrent au-dessus de la loi. Dans la loi, tous ceux qui se considèrent au-dessus de la loi, ils sont hors la loi. Alors, c'est une accusation c'est-à-dire quelqu'un qui s'accuse lui-même, ne veut pas reconnaître ni les droits, ni les résolutions internationales ou onusiennes. Et Israël a rejeté toutes les résolutions des Nations Unies. Un peuple pacifique, cultivé, simple, c'est le peuple palestinien. Avec ses juifs, avec ses chrétiens, avec ses musulmans, avec ses laïcs. C'est ça le peuple palestinien. On est un peuple où toutes les cultures se sont croisées sur la terre de la Palestine. C'est la patrie de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire les forces coloniales, elles viennent pour nier notre existence, notre identité. 70 ans, cette stratégie de négation, elle est en train de s'effondrer. Après la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies et après la résolution de l'UNESCO d'accepter la Palestine comme un État, ou comme un pays plutôt, c'est encore plus important qu'un État, la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une reconnaissance globale de l'ensemble des pays du globe de l'identité palestinienne. Ça veut dire que cette stratégie de négation, elle a effondré. Ce n'est pas une victoire palestinienne, parce qu'on est toujours sous l'occupation, mais c'est un échec total pour cette stratégie de négation. Malgré tout ce qu'on a subi, croyez-moi, et malgré tout ce que vous entendez, on n'a pas développé des sentiments de haine vis-à-vis de l'autre. Au contraire, on a développé les sentiments plutôt de partage avec l'autre et d'explorer tous les potentiels positifs pour la stabilité et la paix dans cette région et dans le monde. C'est l'autre qui a rejeté toutes nos offres. On a accepté, c'est-à-dire en 88, à travers les résolutions du Conseil national palestinien, d'établir d'autres États sur 22% seulement de la terre de la Palestine. 22%. C'est-à-dire, c'est une surface qui ne dépasse pas les 6000 km² pour 10 millions d'habitants. Malgré ce compromis historique injuste, c'est notre voie d'explorer tout le potentiel positif pour pouvoir avancer et surpasser le complexe de l'histoire et la géographie. Les autres, ils ont rejeté cette offre. Vous voyez dans toute la presse le conflit israélo-palestinien ou le conflit arabo-israélien. À mon avis, c'est un faux titre dans la presse. Ça n'a jamais été un conflit palestino-israélien. C'était le peuple palestinien tout seul, avec donné à Israël pour nous dominer
et éradiquer notre existence. Et malgré ça, c'était un échec total. Voilà, ce soir, vous m'invitez pour parler avec vous, en tant qu'ambassadeur de la Palestine, en France, qui a présenté ses lettres de créance les mêmes jours avec l'ambassadeur d'Israël en France. C'est une reconnaissance imposée. C'est une reconnaissance historique de la part d'une grande puissance comme la France, qui a soutenu dans le passé la création de l'État d'Israël. Elle continue à le soutenir. Mais maintenant, la France aussi, elle tente de développer des ponts, des partenariats avec la Palestine, et c'est le cas avec le reste des pays européens. Et maintenant, les Américains, ils posent des questions sur cette stratégie israélienne basée sur une certaine forme d'aveuglement, basée sur l'arrogance du pouvoir. Des fois, c'est-à-dire, ces pouvoirs, ils nous rendent myopes, ils nous rendent aveugles pour ne pas voir la réalité en face. Malgré tout ce que notre peuple, toutes nos familles, ils ont subi, tous les massacres, les destructions, l'expulsion de nos familles de chez eux, il y a maintenant en Palestine occupée 5,5 millions de Palestiniens malgré toutes les souffrances. Il y a 4 millions de Palestiniens qui sont à quelques mètres de Palestine, à venir ni en France, ni aller en Australie, ni aller aux États-Unis, ni aller ailleurs. Ils attendent pour voir, pour vivre chez eux dans leur propre État en Palestine. Ce sont les réfugiés palestiniens. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de solution sans mettre sur la table le dossier des réfugiés palestiniens. Je ne vais pas vous donner des chiffres du nombre de villes et de villages qui ont été détruits. Je ne vais pas vous donner le nombre de Palestiniens qui ont été expulsés par force de la Palestine en 1948. C'est estimé à 900 000 à l'époque. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Les tactiques et les techniques utilisées par les Israéliens, aidés par les Britanniques de l'époque, qui étaient mandatés sur la Palestine pour créer les conditions à faire peur et à... On a vraiment subi énormément. Ce n'est pas par les Israéliens, mais par les subventions données aux Israéliens pour tenter de nous... Golda Meir et Meir, à l'époque, dans les années 60, ils disaient « Qui sont les Palestiniens ?» Il n'existait pas. Il n'existait pas un peuple qui s'appelle des Palestiniens. Ils sont des nomades, ils sont venus, ils se partent chez eux et tout ça. Pour elles, Ben Gurion, il a dit, les parents et les mères, les enfants, ils l'oublient. Ils se trompaient. On est là, nos enfants là. On a tout fait malgré toutes nos sources très limitées pour créer presque les peuples les plus éduqués de la région. Nos pères, ils ont tout vendu leurs bijoux et tout ça pour nous envoyer aux meilleures facs du monde et de la région. Et maintenant, c'est le pourcentage le plus élevé. Le pourcentage de l'analphabet en Palestine, ça ne dépasse pas les 0,1%. C'est le taux le moins élevé du monde. On a 180 000 ingénieurs et architectes dans la région à travers le monde. On a presque, c'est-à-dire même maintenant en Israël, c'est presque 30% du secteur médical en Israël et sont ce qu'on appelle les Palestiniens de 1948 ou des Israéliens, des Arabes israéliens là-dessus. Alors là, on a surmonté toutes les difficultés. Je suis certain que vous êtes curieux de savoir comment ça se passe actuellement. Quels sont les paramètres sur lesquels on peut trouver une sortie de cette impasse. Même les Américains, ils ont reconnu que les Palestiniens, ils ont tout fait pour faciliter les solutions pacifiques et tenter d'explorer un potentiel positif dans cette région et sortir de cette stratégie basée sur la division pour mieux régner ou exploiter les sources de cette région que l'Occident ou les grands pays ils ont besoin pour leur économie, qui est le pétrole et les gaz, malgré que jusqu'à maintenant, on n'a pas exploité plus que 30% du potentiel de cette région
qu'il dépasse les 15 millions de kilomètres carrés avec 350 millions d'habitants, qui est le monde arabe. Comme si on craignait l'unité. Alors on a tenté de les diviser à travers des régimes au service des grandes puissances qui achètent leur crédit pour rester sur la chaise aux dépens des intérêts et des besoins de leur peuple. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a eu ce mouvement des peuples. Mais à l'époque, l'élite, ils étaient au service du régime, et l'élite patriotique, elle était expulsée des pays, et jusqu'à maintenant, il n'est pas de retour. C'est pour ça qu'il y a des changements des saisons. Actuellement, il y a des négociations qui se passent entre nous et les Israéliens, avec les médiations américaines, soutenues par l'Europe et même par les Russes. Mais je vous dis franchement, jusqu'à maintenant, ça a abouti à rien. Parce que nous, on a fait un compromis en acceptant les paramètres présentés avec un consensus international. Ces paramètres, c'est 2 États, c'est le frontière de 67. Jérusalem-Est, c'est la capitale de l'État palestinien, Jérusalem-Ouest, c'est la capitale de l'État d'Israël. De mettre sur la table, de trouver une solution juste sur la base des résolutions des Nations Unies concernant le problème des réfugiés palestiniens, parce que sans résoudre le problème des Palestiniens, il n'y aura pas de solution. Arrêter immédiatement la construction de toutes les colonies dans le territoire palestinien occupé. Se mettre d'accord pour échanger des territoires. C'est-à-dire, s'il y a des colonies qui doivent rester pour une raison ou pour une autre, il faut le remplacer par le prix des 48 pour l'État palestinien. Ce sont les paramètres présentés par l'Europe, ce sont les paramètres présentés, c'est-à-dire par la résolution des Nations Unies et du Conseil de sécurité, ce sont les paramètres que les Américains ils parlent à appliquer. Alors, quand on a accepté de négocier, on a accepté de négocier les mécanismes d'application de ces paramètres. Et aussi notre souveraineté sur toutes les sources naturelles dans notre territoire. Parce que les Israéliens, ils ont la main mise même sur l'ensemble des sources naturelles. La réponse israélienne, elle est sortie non. Ils ont imposé de nouvelles conditions. Et vous devez reconnaître la judaïté de l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que moi, en tant que Palestinien, je n'ai aucune légitimité sur ma terre, sur mon territoire, sur ma patrie. C'est l'annégation totale de mon histoire sur mon pays, dans mon pays. Autre chose, c'est d'intervenir, par exemple, un juif français pour lui dire, comme si vous n'êtes pas un citoyen français, alors vous devez aller dans votre État. Là-dessus. Troisième chose, c'est de soulever, c'est-à-dire une sorte de conditions pour des guerres religieuses qu'on n'a pas besoin. Parce que pour moi, la religion représente le rapport entre l'homme et son Dieu. Et pas pour diviser ou entrer dans des conflits sur la base de religion. Alors là, notre réponse, elle était non ferme. Ce n'est pas à nous de nier notre droit dans notre pays. Ou d'imposer, c'est-à-dire la citoyenneté aux citoyens. Aux États-Unis, il y a 4 millions de juifs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'immédiatement il devienne israélien? Ouais. Alors là, on a présenté toute la documentation nécessaire, que ce soit légale, et historique et tout ça, aux médiateurs américains. Deuxième chose, ils ont dit qu'on a besoin de rester 40 ans dans les vallées du Jourdain. Qu'est-ce que ça représente, les vallées du Jourdain? C'est-à-dire, ce sont les frontières entre l'État de la Palestine et la Jordanie. Parce qu'on a peur d'une agression qui vient de l'Est. Alors, il faut sécuriser nos frontières avec la Jordanie. Depuis 1967, il n'y a même pas une seule opération militaire contre Israël qui vient de la Jordanie. C'est-à-dire, ce sont des frontières assurées par l'armée jordanienne. Et du coup,
ils ont besoin de rester sur les frontières pour garantir la sécurité d'Israël. Pour eux, qu'est-ce que ça signifie les vallées du Jourdain? Ce n'est pas seulement les frontières. Ça représente presque 40% des territoires occupés en 67. Qu'est-ce qu'il nous reste? Absolument rien. Pour les... Et après, ils vont examiner si les forces de sécurité palestiniennes sont capables, comme s'ils vont nous faire passer un test, d'assurer la sécurité en Palestine. On a posé une question aux Américains. Vous croyez, c'est-à-dire si l'État palestinien sera indépendant demain, on aura tous les territoires, par exemple, de 67. Parce que ce serait un État démilitarisé. Combien de temps il faut pour l'armée israélienne pour réoccuper ce territoire en cas de menace? La réponse était dans 1 heure. Alors je dis, alors c'est nous qu'on a besoin des garanties de sécurité, ce n'est pas eux. C'est-à-dire, tout est à l'inverse. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas un conflit israélo-palestinien. On subit cette subvention donnée à Israël comme un outil soi-disant pour défendre les intérêts des grandes puissances. C'est pour ça que j'ai dit aussi que la société israélienne elle-même, elle sera la victime indirecte de cette stratégie. 48% de l'économie israélienne qui est très florissante, qui est considérée comme la première économie de la région. Elle est subventionnée directement ou indirectement. À travers des accords de partenariat, à travers des subventions en cash direct, à travers d'aides directes. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire d'un État. Dans trop de détails. On attend maintenant, hier il y avait la visite de Netanyahu à Washington, il a accusé la direction palestinienne comme si la direction palestinienne elle n'a pas rempli ses promesses dans les négociations. Il n'a pas respecté ses engagements. Quand on a posé les questions aussi, que ce soit aux Américains, aux Européens, est-ce qu'on a rempli, c'est-à-dire nos engagements? La réponse était oui. Et lui, c'est-à-dire, il a augmenté presque 100%, accéléré les colonisations qui est considérée unanimement par l'ensemble du monde qui est illégitime. Et maintenant, aujourd'hui, tandis que quand il a déclaré devant Obama que les Palestiniens n'ont pas rempli leur engagement, n'ont pas respecté leur engagement, un rapport israélien qui a dévoilé qu'il a accéléré pendant les périodes de négociation 100% de construction de colonies dans les territoires palestiniens occupés, qui est considéré par les alliés les plus proches d'Israël, qui sont les Américains, comme illégitime et illégal. Alors, qui mène une stratégie illégitime et illégale? Qui ne respecte pas les droits et les lois internationales? Vous pouvez me poser des questions qui, si tout se bloque, qu'est-ce que vous allez faire? En effet, on a préparé 63 dossiers pour continuer notre démarche légale auprès du reste des institutions internationales. Et c'est ça qui fait trembler malheureusement les Israéliens. Alors on a posé des questions aussi à tout le monde. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de devenir membre dans toutes les organisations qui font partie des Nations Unies? La réponse était oui. Mais ne faites pas. Mais pourquoi? Pourquoi je ne dois pas faire les choses qui tout le monde le considère comme légales et fermer les yeux à tous les actes illégaux commis par le gouvernement israélien? Je ne vous cache pas, c'est-à-dire maintenant aux yeux de tout le monde, mais sans les bien exprimer, que la Palestine représente la solution, pas seulement pour la région, mais qu'il dépasse les frontières de la région. Et le problème, c'est l'occupation israélienne. Alors, il faut maintenant
mener tous les efforts nécessaires pour résoudre le problème de l'occupation et se débarrasser de l'occupation. Ils disent qu'il y a des déclarations hostiles et racistes et haineuses de notre part vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis... C'est pas vrai du tout. On a créé des groupes de contact, mais groupes de contact loin d'être manipulés par certains pôles israéliens pour avoir de contact avec la société israélienne elle-même. Le président Mahmoud Abbas, il a rencontré 300 étudiants de toutes les partis politiques en Israël, à Ramallah. Il a eu des discussions. On n'a rien à cacher, on est très franc, on est très direct là-dessus. Mais eux, ils veulent cacher la vérité. On a accepté, par exemple, de réviser le programme d'études palestiniens et le programme d'études israélien avec les observateurs internationaux. Et qu'ils disent qui vraiment incite à la haine contre l'autre. Ils ont refusé d'avoir une partie tiers. Ils ont dit non, non. Si c'est vous qui faites des déclarations de haineux, tout ça. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vous laisse le temps de poser des questions parce que vous avez pas mal de questions à poser. Comme ça, on peut répondre directement à vos questions. Je vous remercie. Bonsoir messieurs. Le titre de la conférence était Palestine, l'avènement par la diplomatie. Je dois avouer que je suis un peu déçu parce que j'ai pas entendu parler de beaucoup de diplomatie. J'ai entendu un discours avec quelques inexactitudes à mon sens et j'aimerais revenir sur plusieurs points. Vous avez parlé en 1948, oui, les Palestiniens subissent depuis des années un drame. Et moi, en tant que sioniste, ce drame m'affecte. Maintenant, dire que 900 000 Palestiniens ont été expulsés en 1948 me paraît inexact. En 1948, l'ONU propose un plan de partage entre les Arabes et les Juifs. Ce plan de partage est très favorable aux Arabes en ce qui concerne les territoires. Ce plan de partage est accepté par les Juifs et refusé par les Palestiniens. Il s'ensuit la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël et une guerre se déclenche. Lors de cette guerre, les États arabes de la région disent aux Palestiniens de partir, car ils vont jeter les Juifs à la mer. Il y a eu des expulsions, il y en a eu, mais il n'y a pas eu que des expulsions. Beaucoup de Palestiniens sont partis parce qu'on leur a fait croire que l'État d'Israël allait disparaître à la seconde où il allait naître. Il y a un autre point dans la conférence qui m'a un peu gêné, c'est que vous avez parlé beaucoup d'antisémitisme, un peu de l'Allemagne nazie. En vérité, je vois pas le rapport avec le point de la conférence qui était évoqué. Vous avez évoqué aussi la question des subventions. Vous avez dit que l'économie serait subventionnée. Vous avez donné le chiffre de 48%. Je serais curieux de savoir d'où sort ce chiffre. Enfin, l'Égypte reçoit des subventions de la part des États-Unis, à peu près 50 milliards d'euros par an, si je ne me trompe pas. 3 000, enfin, pardon, je ne saurais pas dire le chiffre exact, mais l'Arabie Saoudite en reçoit, Gaza reçoit des subventions, Ramallah reçoit des subventions, toute la région reçoit des subventions de la part des États-Unis. Donc, je ne comprends pas d'où sort ce chiffre de 48%, et je serais curieux de le savoir. Donc, je conclurai par deux questions. Vous avez dit que
la question du conflit israélo-palestinien était une question taboue en France. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en abordant des sujets périphériques comme la Shoah, qui à mon sens n'a rien à voir avec Palestine, l'avènement par la diplomatie, vous ne créez pas le tabou? Et vous avez dit que nier l'existence de l'autre, c'est se nier soi-même, en disant que le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit israélo-palestinien, mais juste un conflit entre Palestiniens. Est-ce que vous niez pas l'existence de l'État d'Israël? Je vous remercie. Vous pouvez répondre? Vous avez un micro, non? D'abord, il faut, puisque vous avez l'air de vous intéresser à cette question et en savoir pas mal de choses, je vous félicite, mais il faut avoir, éthiquement parlant, il faut savoir que les choses ont des limites. À savoir, par exemple, que les Palestiniens étaient chez eux et que le partage dont on parle, il n'a rien de partage. On est venu prendre la Palestine a été violée, la Palestine a été détruite, la Palestine a été donnée à un peuple qu'on a fait venir parce que les conditions internationales de l'époque faisaient qu'il fallait trouver un endroit pour ce peuple. Maintenant que cet endroit était désigné comme étant la Palestine, soit, de toutes les façons, les Palestiniens ne pouvaient rien, les forces internationales et les forces de colonialisme de l'époque, c'est elles qui décidaient de l'avenir des Palestiniens et de la Palestine, et ce qu'ils ont fait. Donc le colonialisme d'une manière générale, indépendamment même à notre niveau ici dans cette salle, nous savons très bien que de quoi était capable le colonialisme de l'époque, et que le colonialisme a laissé ce qu'il a laissé. Mais de grâce, ne minimisez pas la douleur des gens, comme moi je ne minimiserai jamais la douleur des Juifs par les massacres qu'ils ont subis. Je ne minimiserai jamais la douleur, non seulement même avant les massacres, le peuple juif européen, je précise, le peuple juif européen a subi énormément d'actions contre lui par les Européens. Et ça, effectivement, je comprends et je milite pour que cette vérité soit dite à chaque fois qu'il en est nécessaire. Et bien pareillement, partout dans le monde où il y a des peuples qui sont maltraités, il faut les soutenir. Et pour le moins, il faut accepter l'idée de fait qu'ils ont subi ce qu'ils viennent de subir. Et les Palestiniens ont beaucoup subi et ils continuent à subir. Et c'est ça qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Je ne sais pas si on aura le temps après, mais ils n'ont pas. Ils continuent encore aujourd'hui à subir. Ils vivent un apartheid dont aujourd'hui est presque reconnu par l'ensemble dans le monde et qui d'ailleurs, beaucoup de nos concitoyens français militent chaque jour contre cet apartheid que subissent les Palestiniens chaque jour chez eux.
Et voilà, le Palestinien le Palestinien n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans que le soldat israélien le lui octroie ou que le lui autorise de faire. Et ça, c'est inacceptable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter. Voilà, tout simplement. Et ça n'a rien à voir, avec l'histoire dont on a parlé tout à l'heure, mais ça a à voir avec une actualité présente aujourd'hui. Il nous appartient calmement de bien dire cette vérité. Et la vérité sur la Palestine et les Palestiniens n'a pas été dite. Et on a encore énormément de choses à dire pour nos concitoyens français. Moi, en tant que Français, je me donne à la fois le droit, mais aussi le devoir de faire savoir ce qui se passe en Palestine. Comme d'ailleurs, je me donnais droit et me faisais faire savoir ce qui se passait ailleurs qu'en Palestine, lorsque des autres peuples ont été massacrés ou ont été maltraités par le plus puissant qu'eux. Seulement concernant, c'est-à-dire les plans de partage ou les armées arabes qui vous parlez, à l'époque, presque la majorité des pays arabes concernés étaient sous les dominations soit britanniques, soit français. Alors, il n'y avait pas vraiment une autorité souveraine arabe à l'époque là-dessus. Et quand on vient chez vous, on vous dit, voilà, vous n'êtes plus chez vous, je vais prendre la moitié de votre maison. Les réactions des gens, c'est-à-dire honnêtes et simples, c'est dire pourquoi on habite ensemble, pourquoi vous voulez prendre une partie de ma maison. Là-dessus, c'était une réaction. Et si vous voulez lire l'histoire objective et voir vraiment les données réelles, loin de propagande basée sur ce que vous dites, qui sont partis parce que les armées arabes l'ont demandé de partir pour retourner chez eux, qui est tout à fait faux. On a enregistré pas mal de destructions de villes et de villages et des massacres en Palestine à l'époque pour faire fuir des gens de chez eux. Il y a pas mal, je ne vais pas vous donner les chiffres de combien de villages étaient détruits. Jusqu'à maintenant, il y a des réfugiés palestiniens à l'intérieur d'Israël qui sont à quelques mètres de Kfar Berhem, de leur village, et qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans leur village. Ce n'est pas au Liban, ce n'est pas en Jordanie, ce n'est pas en Syrie. Ils sont en Israël même. Ils n'ont pas le droit de retourner chez eux. Alors, je vous conseille d'aller voir la réalité sur place. Et là, j'aimerais bien que vous visitiez les territoires occupés palestiniens pour constater vous-même si vous êtes capable, en tant qu'humain, à vivre de telles conditions. Un jour, un parlementaire allemand, il m'a demandé, je vais me rendre en Palestine. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je dis rien, je ne vous conseille rien. Allez vous balader à Hebron, à Jéricho, à Ramallah, à Bethléem et tout ça. À son retour, il m'a appelé, il m'a dit, j'étais à Hebron, Al-Khalil. Il m'a dit, dès que j'ai rentré, j'ai étouffé. J'ai senti qu'on bloque l'oxygène. Je n'arrivais pas à respirer là-dessus. Il y a une réalité. Vous ne pouvez pas cacher cette réalité. Il y a une souffrance énorme. Il y a un problème. Concernant les subventions, oui, il y a des subventions. C'est-à-dire, si on regarde tous les accords de partenariat et tous les avantages qu'on a donnés à Israël, ça dépasse de loin ce qui a été donné aux autres pays. Tous les avantages. L'État d'Israël, par exemple, était le seul État qui a le droit de faire de haute technologie de l'Europe vers Israël. Tandis qu'on a tout fait pour bloquer les autres pays de développer les moindres recherches.
L'effet indirect ou direct de cette subvention, par exemple, qui vient de l'Europe, elle dépasse, selon le rapport européen, dans les années 80, elle dépasse les 17%. Avec un pourcentage qui dépasse les 17% qui vient des États-Unis, 20%. En dehors des subventions indirectes, par exemple, pour développer des zones industrielles ou certains projets et tout ça directement. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce sont des rapports internes en Europe et aux États-Unis. Bonsoir Excellence, bonsoir Monsieur. Je vais profiter un peu de ce qui vient de se dire et puis de tout le reste pour vous poser des questions, bien sûr, et puis aussi, secondairement, pour vous donner mon point de vue sur la cause palestinienne. Je vais juste me présenter, je suis Aklem Zewi, je suis étudiant en 2e année ici. J'avais fondé avec Smaïl et avec d'autres amis HEC Monde Arabe et on est très content d'avoir une conférence sur la Palestine à HEC ce soir parce que la Palestine c'est la mère des causes arabes et que nécessairement HEC Monde Arabe devait être amené à se pencher sur la question à un moment ou à un autre. D'abord, je suis d'accord avec un certain nombre de choses que vous avez dites, notamment sur le fait qu'on n'est plus dans une situation de conflit selon moi, parce que on ne peut pas parler de guerre, je pense que clairement on est dans une situation d'occupation, il n'y a pas d'armée. En face de l'armée israélienne, qui est quand même une des plus puissantes du monde. Il faut se rappeler que, par exemple, à chaque fois qu'il y a eu une intervention israélienne à Gaza, ça a fait plusieurs centaines de victimes au minimum, alors que les tirs de roquettes Qassam depuis la bande de Gaza ont fait quelques dizaines de victimes, enfin, moins d'une dizaine de victimes, semble une quinzaine en plusieurs années. On n'est pas dans une comptabilité macabre, mais je pense que c'est une distinction de taille, ne serait-ce que parce qu'elle illustre le rapport de force complètement différent entre les deux pays. Il y a deux questions en fait sur lesquelles je voudrais revenir. Effectivement, je pense qu'on n'a pas été vraiment au fond de la question de la possibilité de l'avènement d'un État palestinien par la diplomatie à travers cette conférence. Donc d'abord, la première remarque que je ferai, je pense, c'est qu'il y a une question qui est importante, qui est celle de je dirais, du pragmatisme sur la question palestinienne. Aujourd'hui, on a la Palestine, la zone C des accords d'Oslo, il me semble, ou de Madrid. Ça représente une immense majorité du territoire palestinien. L'autorité palestinienne n'a d'autorité de fait que sur les territoires de la zone A et de la zone B. Encore sur la zone B, c'est secondaire. Donc aujourd'hui, l'occupation est quasiment totale. Je pense que la Palestine perd quelque chose comme 80% de son PIB à cause de l'occupation, ce qui est gigantesque, ce qui fait que l'autorité palestinienne est en faillite et qu'elle vit grâce aux subventions étrangères, contrairement à Israël, qui est le 14e indice du développement humain de la planète. Et puis la troisième chose, c'est que bien sûr il y a la question de l'eau et puis des spoliations en eau dans le lac de Tibériade, le Jourdain et puis les nappes phréatiques cisjordaniennes. Toujours est-il que ce que je veux dire, c'est que ce rapport de force, je pense qu'il n'est pas question de larmoyer sur la question, et puis que de toute façon les larmes de crocodile ne serviront ni un camp ni l'autre. Si on peut parler de camp sur la question, je ne pense pas qu'une victimisation puisse être la façon de parvenir à une véritable situation sur la question qui dure depuis bien longtemps. Par exemple, vous avez cité la question de Jérusalem-Est qui serait la capitale des Palestiniens et Jérusalem-Ouest qui serait celle des Israéliens. Moi, c'est une chose à laquelle je ne crois pas. Et je dis ça en tant qu'arabe, en tant qu'amoureux de la cause palestinienne et en tant que nationaliste arabe. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est à Jérusalem-Est que se trouvent tous les lieux saints du judaïsme qui sont revendiqués par l'État d'Israël pour des raisons identitaires que vous aviez évoquées. Le mur des lamentations est à Jérusalem-Est. Donc moi, si vous voulez dire Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, je pense que c'est déjà un postulat qui n'est pas le bon et qui risque pas d'aboutir quand on a quelqu'un comme Netanyahou au pouvoir en face, ou quand on a qui que ce soit d'ailleurs en face. La deuxième chose, c'est je pense aussi qu'il faut que chacun fasse apprendre à faire face à ses responsabilités véritablement. Par exemple, sur la division des Arabes, on est d'accord qu'au XIXe siècle, il y avait tout le projet colonial qui a fait que les puissances impériales ont cherché à se constituer des clientèles, les maronites pour la France au Liban. Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que Mitterrand ne parlait pas en tant que républicain laïque en arrivant devant la Knesset, mais la France de la Troisième République, qui était anticléricale, arrivait en tant que fille aînée de l'Église au Liban. Donc si vous voulez, ça c'est des rapports de puissance, on utilise la religion comme on peut. Donc encore une fois, pragmatisme. Donc ce que je disais, c'est que, oui, il faut aussi que les Arabes fassent face à leurs responsabilités en ce qui concerne les régimes autoritaires qui ont été les leurs. On a eu des régimes qui étaient indépendants des États-Unis, qui étaient même relativement indépendants de l'Union soviétique, et qui pourtant se sont entredéchirés. L'Égypte avec l'Algérie, avec l'Irak, avec la Syrie, parce que tout le monde se voyait en Bismarck, tout le monde se voyait en Prusse, et que finalement Bismarck et la Prusse, ils étaient nulle part. Enfin, je vais finir juste sur deux questions, en fait, et qui sont aussi des remarques, en fait, finalement. Moi, la situation aujourd'hui en Israël-Palestine,
Vous avez utilisé le terme d'apartheid. Je pense que c'est très révélateur de beaucoup de choses. On peut voir des points communs déjà entre les Juifs et les bourgs. Les bourgs, en fait, étaient très inspirés par les Juifs au départ, au moment du Grand Trek. Ils comparaient le Grand Trek à l'Exode. Il y a aussi les Bantoustans, que sont devenus les territoires palestiniens. Ce sont des Bantoustans, je pense qu'on peut le dire, avec cet état de discrimination totale. Je pense que, enfin voilà, je vais m'arrêter là sur cette question de l'apartheid. Donc voilà, l'apartheid, je pense que ça appelle deux réponses. On sait que l'apartheid, ça s'était d'abord fini par le boycott de la communauté internationale. Ça, c'est une arme à laquelle je crois. Et je dis ça avec tout le respect que je peux avoir pour le peuple juif, et je dis ça avec tout le respect que je peux avoir même pour l'État d'Israël finalement. Parce qu'il a été fidèle, dans une certaine mesure, même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'État d'Israël est en train de trahir le sionisme, a raison. Il a aussi réussi à accomplir ce projet qui paraissait insensé à Ben Gourion aux années 30, de la création d'un État indépendant et souverain. Donc le boycott d'abord. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution? Il me semble que Mahmoud Abbas notamment avait dit que ça ne peut pas en être une, et qu'on ne pouvait pas avoir de boycott total de l'économie israélienne. Et la deuxième question que je me pose, et qui est très importante à mon avis aussi, à partir du moment où on va avoir un partenaire en face, c'est celle de la sensibilité, de la sensibilisation de l'opinion publique israélienne. Parce que en Afrique du Sud, ce qui a changé la situation, c'était que la classe moyenne blanche a commencé à se dire ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays est inhumain, c'est indigne de nous, et par conséquent la situation doit changer. Et il y a des associations d'Israéliens, de juifs israéliens qui sont là, il y a B'Tselem, il y a Arshav Shalom, il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution, elle peut être dans une espèce de combinaison de cette tentative de pression économique sur Israël qui se met en place? Il y a des boycotts qui se mettent en place même aux États-Unis, notamment de syndicats de professeurs, et de sensibilisation avec la société civile israélienne. Et comment est-ce que vous pensez pouvoir les mettre en place, si vous pensez que c'est une bonne solution? Je suis désolé, j'ai pris beaucoup de temps, mais la question me passionne. Merci. D'abord, concernant les boycotts, c'est-à-dire, il y a une déclaration, une résolution européenne, les European Guidelines, concernant l'étiquetage de produits de colonies dans les territoires palestiniens occupés. C'est-à-dire, toutes les colonies sont considérées par l'ensemble de la communauté internationale comme illégales, et leurs produits illégaux. Alors, de boycotter quelque chose d'illégal, c'est de rentrer dans la légalité, et complètement légal. De boycotter quelque chose d'immoral, c'est de rentrer dans la moralité. Alors, on n'est pas, comme il a déclaré le président Mahmoud Abbas au point de presse quand il a rencontré le président Hollande, ce n'est pas un boycott contre l'État d'Israël, c'est un boycott contre les produits illégaux dans les colonies israéliennes, dans les territoires palestiniens occupés. C'est la première question. La deuxième question, Eshkan? Oui, en effet. Moi, j'étais parmi ceux, après 1993, qui a participé avec entrer en contact avec les sociétés israéliennes pour établir le pont de confiance entre les deux parties. Mais à un certain moment, malheureusement, cet contact a été manipulé par certains pôles pour donner des images que tout se passe bien, sans traiter les questions des fonds et établir des ponts de confiance entre les peuples palestiniens et les peuples israéliens. Maintenant, il y a une tentative de rentrer en contact direct avec toutes les classes de la société israélienne. C'est-à-dire, comme j'ai dit, le président Mahmoud Abbas il a reçu 300 étudiants de toutes les universités d'Israël, de toutes les tendances politiques. C'est pas seulement de la paix maintenant, même c'est d'extrême droite, de gauche, de tout. Il y a eu des discussions franches et directes. Et il y a, je crois, un membre du comité central des Fatah qui va se rendre pour s'adresser aux membres de la Knesset en Israël. Et il y a d'autres membres qui ont pris de contact avec les Histadrout ou les associations de travail ou les syndicats en Israël. Il y a des contacts tous les jours avec la société israélienne. Et moi aussi, j'aimerais bien développer ce genre de contacts en dehors de la région.
c'est-à-dire entre toutes les communautés, pour tenter d'explorer. Quand j'étais à Berlin, j'ai encouragé, par exemple, le premier contact, qui était un tabou presque, entre là-bas et la communauté juive allemande. J'ai dit, c'est-à-dire rentrer en contact, essayer de dialoguer et de voir chacun sa position. Il faut qu'on ouvre un débat objectif et pas un débat qui est basé sur la négation de l'autre. Il faut une reconnaissance mutuelle. Il faut avancer dans ce sens-là. Moi, je vais revenir sur la question de boycott. Le boycott est par définition la façon lorsque les faibles n'ont pas d'autre moyen d'agir. Le boycott, c'est exactement ce qui s'est passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on a réussi à faire éclater l'apartheid parce qu'on a tenu et on a fini vraiment par pouvoir montrer au monde que cette situation est inacceptable. Parce que moi, depuis le début de cette conférence, j'ai essayé à chaque fois de ne jamais oublier l'éthique politique en ce qui me concerne, en tant que conférencier qui est en train de vous parler, pour ne pas dire n'importe quoi, mais aussi l'éthique politique s'impose aux politiques, d'une manière générale, s'impose à tous ceux qui font de la politique ou à tous ceux qui agir, peu importe où. Et donc, de ce point de vue-là, il est fondamental de bien dire que lorsque que nous avons des valeurs, et moi, les valeurs, ce sont pas des choses que l'on laisse tomber comme ça aussi facilement qu'on pourrait. Les valeurs doivent être respectées à tout point de vue et dans toutes les endroits qui forment notre communauté nationale. Et de ce point de vue-là, voilà, il y a une question qui s'appelle la question palestinienne, dont on parle aujourd'hui. Évidemment, il y en a plein d'autres. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Sur la Terre, sur la planète Terre, il y a énormément de questions aussi graves que la question palestinienne qui se passe chaque jour, où les gens souffrent, etc. Mais bon, aujourd'hui, notre question, c'est la question palestinienne. Donc, parlons de la Palestine. Et donc, la Palestine a besoin de nous, et a besoin de la vérité. C'est-à-dire a besoin que les gens, que vous, nous, tous ceux qui sont pour la vérité, qu'ils sachent ce qui se passe en Palestine. Voilà. Alors maintenant, après, on pourra... plus il y a de Français qui vont en Palestine, plus ils comprendront ce qui se passe vraiment en Palestine, parce qu'ils vont voir. Parce qu'à la limite, après tout, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire, ou pas d'ailleurs, ou même de nous croire, après tout. Mais allez-y en Palestine, hein, allez-y et allez-y voir. Et vous allez voir comment il n'y a rien ne se fait en Palestine sans que ça soit organisé par l'État israélien. Et l'État israélien a pour but et de se débarrasser au maximum de Palestiniens. Pendant longtemps, ils ont fait donc il y a eu la Nakba et tous ceux dont on a parlé tout à l'heure. Malgré tout, il restait de Palestiniens en Palestine. Effectivement, il y a les Palestiniens font beaucoup d'enfants aussi. Un peu moins maintenant, mais ça effectivement fait qu'il y a toujours des Palestiniens.
Et le Palestinien dont on a parlé tout à l'heure, c'est lui qui ne peut pas se déplacer sans l'autorisation de celui qui est derrière les barrages, qui l'empêche ou qui lui autorise de passer. Donc c'est lui-là, il est là pour quoi faire? L'État d'Israël, après avoir compris qu'il ne peut pas, de nos jours, elle ne peut plus se débattre bas. C'est impossible. Le monde a changé, ce n'est plus possible. Donc, l'apartheid, c'est une manière d'animaliser les Palestiniens. Et ça, c'est inacceptable. Et moi, en tant que Palestinien, je ne peux pas accepter de voir mon peuple subir une animalisation par jour et tous les jours, parce que, justement, on cherche d'une manière détournée à le faire partir de chez lui. Voilà la situation actuelle en Palestine. Et pour vraiment croire à ce que je dis, la meilleure des choses, c'est que tous ceux qui s'intéressent à ce genre de questions politiques, qu'ils aillent en Palestine pour voir ce qui se passe. Pour les questions de Jérusalem, c'est capitale des deux États Est et Ouest, mais il sera une ville ouverte pour toutes les religions, que ce soit les Juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est ça notre proposition. Et peut-être un conseil général, global, pour les deux villes. Bonsoir messieurs. Je vais essayer d'être un peu plus courte parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'ai 3 questions, somme toute assez rapides. J'ai habité 6 mois en Israël et je me suis beaucoup rendue donc en Palestine. Donc j'ai vu Hebron, Ramallah, Tel Aviv, Jérusalem, tous les endroits dont vous avez parlé, toutes les différences de point de vue qu'on peut rencontrer des deux côtés du mur de séparation. Et d'abord, est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, vu que les Palestiniens ne pouvant pas aller en Israël et les Israéliens n'allant pas en Palestine, est-ce que vous pensez réellement qu'un dialogue entre les deux populations... Ensuite, la deuxième question, c'est sur les négociations qui sont en cours. Est-ce que vous, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent aboutir? Dans quelle mesure? Et notamment sur la question du gel des colonisations. Et dernière question qui découle de la seconde. Quand on voit que Mahmoud Abbas, il y a quelques semaines, avait accepté la présence d'une force tierce sur le territoire palestinien qui a été refusée par le Hamas, est-ce que vous ne pensez pas que l'avènement de la Palestine par le dialogue passe par une première étape nécessaire, qui est un dialogue entre les deux factions palestiniennes en Cisjordanie et à Gaza? Merci beaucoup. Qui était refusé par Netanyahou aussi. Ouais. Non. Oui, le dialogue entre les Palestiniens et les Israéliens. Je crois sincèrement qu'on peut développer des ponts directs, loin des manipulations de certains pôles de l'un comme de l'autre, des dialogues directs entre les Palestiniens et les Israéliens. Et je crois que ça commence. Dans le passé, on a tenté notre chance, on a échoué parce que à la fin, il y a certains pôles manipulateurs qui ont pris en main ce contact direct entre les deux sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des Israéliens mauvais, des Palestiniens mauvais ou bien tout ça. Il faut ouvrir les dialogues, il faut se découvrir d'années à vivre ensemble. Quelles sont les options devant nous? Soit séparation ou partage, deux États vivent ensemble, tentent d'explorer les moyens de future coopération et pourquoi pas un futur partenariat, et soit maintenir le statu quo actuel, et c'est impossible, ça ne peut pas, et soit un seul État. Et la quatrième option, c'est une forme de destruction mutuelle. Alors, les meilleures solutions, à mon avis, soit un seul État pour les Palestiniens ou pour les Israéliens, à égalité, tous les citoyennetés égales à tout le monde, démocratique, libéral, tout ça, et soit les solutions de deux États. Il n'y a pas plein d'options. Le statu quo actuel, impossible, ça ne peut pas continuer. Et
cette stratégie qui est basée, le statu quo, sur la situation et les mainmises et la domination totale des sources de l'eau, de l'électricité, des gaz et tout ça, ils ne peuvent plus continuer. Alors, si vous me posez des questions, si je crois à un dialogue direct entre Palestiniens et Israéliens, je vous dis sincèrement que oui. Et il faut explorer tous les moyens pour ouvrir ces genres de dialogue. Et ce n'est pas une forme de générosité palestinienne, parce que c'est bien pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les futures générations des deux côtés. Alors, concernant les négociations, j'espère qu'ils vont aboutir. Pour le moment, le gouvernement israélien, il bloque tout. C'est-à-dire, pour nous, quand on a accepté de fixer 9 mois de négociations, on a voulu négocier les mécanismes d'application des paramètres reconnus déjà par toutes les parties. Alors là, on est retourné au point zéro avec des nouvelles conditions, préconditions et tout ça. Ça ne marche pas. Ça ne peut plus marcher de négocier pour négocier. Nous, on veut négocier pour aboutir à quelque chose, que ce soit négatif ou positif. Comme je vous ai dit, on a posé les questions aux Américains. Est-ce qu'on a le droit de ça? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ça? Toutes les réponses. Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on applique nos droits? Pourquoi vous couvrez l'illégalité des actes des autres? C'est tout simplement ça. C'est pour ça, quand je parlais de la diplomatie, je dis que je vais soit direct. La diplomatie classique, c'est détourner les questions, d'être vague dans les réponses, d'être bien habillé dans la réception et de dire n'importe quoi pour ne rien dire. Là, c'est-à-dire, à mon avis, il y a une nouvelle forme de diplomatie. Maintenant, même la France, elle a adopté, par exemple, la diplomatie des territoires, la diplomatie des universités, la diplomatie d'affaires dans le monde. Il y a plusieurs formes qui sont basées sur le concret et pas sur le virtuel. Il faut qu'on sorte des systèmes virtuels. Il faut qu'on traite des questions réelles. C'est pour ça que j'ai dit la Palestine, c'est la solution, l'occupation, c'est le problème. Il faut se débarrasser de ces problèmes. De ce problème, ça veut dire qu'il faut se débarrasser de l'occupation et tenter d'explorer tout qui est positif à l'intérieur de nous et pas de maintenir, à renforcer tout ce qui est négatif entre nous. Sans cela, on n'arrivera jamais à trouver une solution entre nous et nos voisins. Évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire l'ambassadeur, mais j'ajouterai encore deux questions nécessaires pour que ce que mon ami l'ambassadeur vient de donner comme la possibilité nécessaire pour parvenir à une solution. Pour moi, cette possibilité de parvenir à une solution ne peut devenir réalité que si on arrive à on a ce qu'on a fait depuis longtemps maintenant en ce qui concerne cette question, et je serai très rapide, très vite pour montrer l'idée qui est la mienne à cet instant, c'est que on a banni pendant trop longtemps la raison. Et on a vénéré l'exception. Et l'exception, c'est Israël. Et on ne peut pas vivre en égalité les uns avec les autres si la vénération de l'exception d'un côté face à cette vénération d'ailleurs qui donne de ce qu'on peut appeler, ou de ce que je peux appeler de la transcendance. Israël a fonctionné depuis qu'il a mis le pied au Moyen-Orient comme étant un État qui a le droit
de l'ordre de la transcendance. C'est qu'on n'a jamais voulu, vraiment, on peut faire 4, 5, 6, 10, 15 conférences sur ces deux mots que je viens de dire. Israël fonctionne et on lui a octroyé le droit au niveau, pas seulement européen d'ailleurs, au niveau mondial, l'Amérique, pareil, lui a donné le droit de se considérer, de bannir la raison et de vénérer l'exception. Donc c'est une exception. Et quand on est face à une exception, même le droit international est banni et ne marche pas. Donc de grâce qu'on arrête de tourner autour de pot. Israël se considère autre et qu'il a de droit que l'avoir, et cela avec le soutien de l'Amérique et le soutien de l'Europe. Et voilà, et cette question donc israélo-palestinienne ne pourra être traitée définitivement qu'après qu'on ait eu la possibilité de remettre Israël dans le droit chemin, c'est-à-dire que Israël devienne un État comme tous les États. Bonsoir. Pour boucler la boucle, parce que j'imagine que j'ai la dernière question, je voudrais d'abord revenir sur les propos tenus à l'occasion de la première question par mon ami Manu Attias. Donc, l'honnêteté intellectuelle nous est chère à tous en tant qu'étudiants de grande école. Donc, je voudrais faire quelques mises au point avant d'aborder une question et de m'adresser directement à vous. D'abord, quelles que soient nos sensibilités, nous sommes tous unis par notre logos. Donc, je voudrais faire une première mise au point. Évidemment, un partage ne peut pas être favorable à un peuple. Le partage d'un territoire ne peut pas être favorable à un peuple lorsque ce peuple détenait entièrement le territoire auparavant. Ça paraît logique. D'autre part, évidemment, et ce n'est pas une question de nier l'histoire ou autre chose, évidemment, la question du conflit israélo-palestinien est intimement liée aux atrocités qu'ont vécues les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'expliquent nos intervenants aujourd'hui, c'est que ce n'est ni la faute des Palestiniens, ni la faute des Israéliens, mais bien une conséquence géopolitique qui était purement occidentale et européenne. Maintenant, je voudrais m'adresser à nos intervenants. Donc, chers intervenants, d'abord, votre intervention était bienvenue parce qu'elle nous a permis de nous saisir d'informations dont nous n'étions pas pourvus, informations qui peuvent être jugées périphériques, n'est-ce pas, mon ami Manu Attias? Mais évidemment, nous arrivons à la périphérie, nous arrivons au centre par la périphérie. Donc, tout d'abord, pensez-vous, puisque le sujet de la conférence était l'avènement de l'État palestinien par la diplomatie, pensez-vous que dans un contexte où l'État israélien refuse, pour des questions qui lui sont propres et qui sont sûrement rationnelles, de jouer le jeu du droit international, pensez-vous que cet avènement est possible? Pas seulement qu'il est possible, il est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne va pas déclarer une guerre pour défendre nos intérêts. On va mener toute une bataille juridique, diplomatique, sur tout le front, je vous dis franchement. On est prêt à cela. Maintenant, il y a des grandes puissances, que ce soit européens ou américains, qui nous conseillent de ne pas, c'est-à-dire commencer, en attendant de voir les conclusions s'il y a une possibilité d'avancer dans les négociations. Tout le monde est d'accord avec nous qu'on ne peut plus négocier pour négocier. Il y a une sorte de frustration totale dans l'opinion publique palestinienne. Tout le monde est frustré à cause de la position des gouvernements israéliens. Nous, on a tout respect. Comme j'ai dit, quand on est rentré dans les négociations il y a 8 mois, on a dit qu'on va chercher le mécanisme d'application des paramètres reconnus par l'ensemble de la communauté internationale et par les Nations Unies, que ce soit le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. On est prêt à cette, si je veux dire, contre-attaque politique et pas
militaire. Notre stratégie elle est basée maintenant sur la stratégie de résistance pacifique, en tenant nos positions sur nos terres et aussi sur la scène internationale sur le plan diplomatique, juridique et politique. Pas militaire. Malheureusement, les Israéliens, ou le gouvernement israélien, parce que je ne vais pas inclure tous les Israéliens, les stratégies du gouvernement israélien, ils tentent de créer des conditions tellement difficiles pour provoquer ce qu'ils appellent une troisième intifada, qu'ils poussent l'armée israélienne à frapper pour créer des conditions pour une certaine confrontation armée, qui alimente leur logique, qui dit que les Palestiniens ils ne sont pas prêts pour la paix. Dans le passé, on tombait dans le piège. C'était un piège de réaction. Maintenant, on mène une stratégie d'action. Alors, c'est indispensable, ce n'est pas seulement possible. Et on est prêt à être diplomatique. Bonjour messieurs. Vous avez parlé de tabou au tout début de l'intervention. Je pense que le vrai tabou qu'il y a éventuellement, c'est que les gens n'osent pas parler de ce conflit malgré sa présence tout de même dans les médias. Et l'intérêt de ce type de conférence, justement, est, je pense, de pouvoir instaurer un débat entre les différentes personnes. Et pour moi, un débat dans une atmosphère sereine, c'est le début d'un dialogue constructif et utile. Vous avez parlé ensuite de gens qui se réfugient derrière la complexité du conflit et qu'on pouvait simplifier les choses. Vous avez parlé également de vérité. Il faut bien sûr dire la vérité, mais je pense que il faut se prémunir parfois d'exagérer au risque d'alimenter certaines tensions de part et d'autre. Quand je parle d'exagération, je pense par exemple que c'est mon avis, bien sûr, il peut être discuté, mais j'ai le sentiment que le terme d'apartheid n'est pas forcément approprié pour une raison. On peut utiliser beaucoup de mots pour qualifier la situation des Palestiniens, il ne s'agit pas de la minimiser, mais je pense qu'il ne faut pas maximiser non plus les actions de l'État. Et je pense que le mot d'apartheid, en étant une exagération, peut alimenter un certain nombre de tensions inutiles. Et pourquoi je pense que le mot d'apartheid, et je voudrais avoir votre avis sur la question, n'est pas adapté, c'est que le mot d'apartheid inclut tout de même une notion raciale très forte, et je ne pense pas que Israël... Je pense que il y a une situation qui est due à l'histoire, mais que l'enjeu de race n'intervient pas. Il y a des inégalités, il y a des injustices, mais il n'y a pas l'enjeu du racisme, pour la simple et bonne raison qu'au sein de la société israélienne, et ça m'intéresserait également d'avoir votre point de vue sur ça, il y a des musulmans israéliens qui ont accès aux meilleures universités et qui ont tout de même un certain confort de vie. Et je pense que si Israël était un État qui pratiquait l'apartheid, les musulmans israéliens le ressentiraient également de façon violente. Donc je pense que le terme n'est pas adapté et qu'il n'est pas très diplomate en l'occurrence. Ensuite, j'ai une dernière question. Vous avez beaucoup parlé des radicaux israéliens, alors j'aimerais là aussi ne pas faire d'amalgame entre les positions de l'extrême droite israélienne et tous les Israéliens, car Dieu sait qu'il y a un débat au sein de la société israélienne sur cette question et que beaucoup s'opposent à la colonisation et que beaucoup construisent un dialogue avec les Palestiniens et défendent par exemple même les musulmans israéliens face à des discriminations qui peuvent avoir lieu. Mais on n'a pas parlé des radicaux du côté palestinien. En quoi, donc, par rapport à la diplomatie, à l'avènement de la Palestine par la diplomatie, cet avènement est-il possible avec un parti comme le Hamas qui, pour le coup, nie, il me semble, l'existence également d'Israël et le droit d'Israël à exister? Est-ce que le Hamas n'est pas également un problème pour l'avènement de la Palestine par... Écoutez,
Et moi, je ne tiens pas au mot, mais il y a une situation qui est insupportable, que le peuple palestinien est en train de subir à cause de l'occupation israélienne. Comme j'ai dit, l'occupation, c'est le problème. Il y a quand même une souffrance quotidienne des enfants, des jeunes, des femmes, des garçons, des vieillards. Il y a quand même un sort des stratégies pour priver les fermiers palestiniens d'aller le matin pour laborer leurs champs de travail ou cultiver leurs produits agricoles. C'est une réalité. Alors, c'est-à-dire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il y a une réalité qui n'est pas acceptable. Et moi, c'est-à-dire, je n'ai pas dit le mot apartheid. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je n'ai jamais parlé d'apartheid. Mais il y a une réalité objective sur le terrain, insupportable, qui sort qui même toutes les associations, toutes les organisations internationales, ils l'ont condamné, ils l'ont décrit d'une façon assez objective. Et le dernier, c'était le rapport d'Amnesty International, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui ou non. Il y a 2 jours, il est sorti. Alors, là, ce n'est pas le mot qui est moi un autre mot, mais il y a des conditions inacceptables. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans une polémique, pour compliquer la situation. Je suis là pour explorer le potentiel, à rapprocher les points de vue, pour se débarrasser de tous les obstacles, pour aboutir à une solution équitable, basée sur les 2 États, ou un seul État où tous les citoyens sont égaux, s'ils acceptent, sans distinguer entre juifs, chrétiens ou musulmans ou non-croyants. Un État laïque pour tous ses citoyens. C'est une solution acceptable. Israël représente un problème interne palestinien. Si je vais résoudre mon problème, il faut que je réfléchisse à l'autre. Mais ça s'applique aux Israéliens. Les Israéliens ne peuvent jamais résoudre leurs problèmes sans que les questions palestiniennes soient résolues. Alors, on est obligé d'explorer tous les moyens positifs et avancés, et au lieu d'accumuler des obstacles, tenter d'accumuler des solutions. Pourquoi tous les jours on annonce des constructions, des milliers d'unités de construction dans un territoire qui est occupé selon la loi internationale? Alors ça, c'est concernant le terme apartheid ou pas apartheid. Il y a une situation insupportable. Moi, je m'en fous des termes ou des phrases, comment on le décrit. Mais c'est illégal ce qui se passe. Moi, je vais répondre aussi à mon ami sur les constructions, par exemple, effectivement. Pourquoi on continue à faire de construction et pourquoi pour le mieux, on peut entendre un ministre français ou un ministre américain dire oui, Israël exagère. C'est vrai. Maintenant, on le dit parfois. Kerry l'a dit. Il l'a dit, mais il l'a dit très modestement. Il n'a pas porté la voix. Donc, ce qui ramène à ce que j'avais dit auparavant sur le fait que cette question de la transcendance, je ne sais pas, peut-être que le terme n'est pas très clair, mais je suis persuadé que c'est là le nœud, moi personnellement. Hein. Je ne prétends pas plus que ça, mais je prétends qu'on est vraiment face à un État qui se considère, mais pour des raisons historiques aussi, hein, pour des raisons historiques, pas seulement comme ça. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a un fou qui a décidé que, non, c'est que parce qu'il y a eu un contexte international et plus particulièrement à travers la Shoah, qui a fait qu'effectivement
le monde de l'époque, enfin on ne va pas revenir là-dessus, hein, on connaît aussi bien vous que moi cette histoire, cette douloureuse histoire, et que cette histoire a fini par effectivement s'interférer dans la marche politique, qui aurait dû être une marche politique comme tous les autres pays. Et là, ici, on a une exception, il y a eu une exception, et cette exception a fini par avoir cette transcendance. Puisque la communauté qui était autour, la communauté, je veux dire, qui n'est pas concernée directement, mais les gens qui sont autour, c'est-à-dire nous, le peuple, ont soutenu cette communauté particulière qui venait de subir tout ce qu'il a subi. Et ça, si on le comprend, enfin, toute personne sensée doit le comprendre. Mais néanmoins, c'est mon analyse, on finit par se donner cette idée de la transcendance, que nous sommes autres, nous avons subi, donc nous avons de droits supérieurs. Et cela, c'est arrivé aussi ailleurs que dans le cas dont nous parlons. Et on a marché avec, c'est-à-dire qu'on a vénéré cette exception. C'était une exception, on a considéré que c'était une exception, on a admis que c'était une exception, et on a fini par cette espèce de vénération de cette exception. Et cela, évidemment, nous met dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Dernier mot sur l'apartheid. Apartheid, ça veut dire quoi? C'est simple. Apartheid, ça veut dire séparation. C'est ça le terme d'origine. C'est séparation. Et ce qui s'est passé en Afrique du Sud, et à l'époque, et donc c'est la séparation. Et en Palestine, alors effectivement, pour répondre, alors je ne sais plus si c'était vous ou votre voisin, pour dire est-ce qu'il y a vraiment apartheid en Palestine? Oui, il y a apartheid en Palestine parce qu'il y a séparation. Il y a séparation. En Palestine, il y a séparation. En Palestine, il y a des murs. Il y a des murs que vous ne pouvez pas prendre quand vous êtes palestinien, et qui vous empêchent d'aller d'un côté à l'autre. Et tout ça au nom de la sécurité d'Israël. Au nom de la sécurité de l'État d'Israël, de l'Israélien. Et voilà. Et comme si aussi qui s'occupe de la sécurité du Palestinien? Lui, il n'a pas le droit à la sécurité, il n'a pas le droit à la tranquillité, il n'a pas le droit à toutes ces questions-là. Personne ne s'en occupe. Lui, il est enfermé et il pourrait éventuellement passer d'un endroit à l'autre si le soldat israélien veut bien lui ouvrir la porte. Mais sinon, il peut très bien ne pas passer et ne pas aller au travail et de rester là à attendre. Voilà, donc je ne dirai pas plus que ça, mais donc on est dans une posture de séparation, qui effectivement, pendant un moment, il y avait c'était même, comment dire, il y avait de l'affrontement, même militaire, enfin militaire, pas militaire, mais de l'affrontement avec les soldats, à un moment donné, avec les intifadas 1 et 2, etc. Aujourd'hui, la situation se passe autrement. Néanmoins, le Palestinien est en attente et il subit ce que l'Israélien lui permet de faire. Et il ne peut rien faire d'autre. Il n'a pas le droit de faire d'autre. Et s'il fait autre chose, il peut très bien en subir de grandes conséquences, y compris perdre sa vie. Et on a 2 gosses, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 3 semaines, qui ont été tirés par le soldat israélien, et ils sont morts. Et une vieille dame. Et sur la question du Hamas, qui est aussi intéressante. Oui, je suis tout à fait d'accord, il y a un dialogue de fond.
palestinien. Oui. Il fait partie des peuples palestiniens, du mouvement politique. Ils ont leur point de vue. Mais la majorité des peuples palestiniens, ils soutiennent les stratégies adoptées par l'OLP. On mène un effort pour la réconciliation palestinienne, parce que c'est une obligation pour l'unité des peuples palestiniens et de la Palestine comme un État. Et je ne sais pas si ça avance suffisamment. Il y a des rencontres, il y a des discussions de fond là-dessus. Espérons que cette question va être résolue rapidement. Mais de toute façon, c'est-à-dire il y a une pression de l'opinion publique palestinienne énorme sur toutes les partis politiques, que ce soit le Fatah comme le Hamas, pour aboutir à une telle réconciliation. Parce que nos familles à Gaza, elles souffrent énormément à cause de cette division, à cause de cet état de fermeture totale. C'est presque un grand prison avec des ciels ouverts. Il n'y a pas d'eau à boire. C'est horrible la situation. Vous avez raison. Il faut tout faire pour aboutir à un tel. Ils ont accepté, par exemple, les conditions d'appliquer les termes de réconciliation pour aller dans 3 ou 4 ou 5 mois aux élections présidentielles et législatives là-dessus. Mais le cadre final de cet accord, il n'est pas encore déterminé. Juste un mot sur Gaza, rapide, très rapide, c'est que autoriser Israël de mettre des milliers de Palestiniens dans un cage. Quelqu'un peut répondre à cette question? Personne. On ne sait pas. On ne sait pas. Israël, par sa force militaire, a imposé à des milliers de Palestiniens d'être enfermés. D'être enfermés. Ils sont enfermés là où ils vivent. Je voulais... Guillaume. Ah oui, on peut commencer à faire les calculs macabres de savoir combien de morts d'un côté et combien de l'autre. Hein. Moi, je voulais simplement répondre à mon ami Guillaume Aliel, avec qui j'ai voyagé en Israël et en Palestine c'est la semaine dernière, sur ces 3 points, pour lui dire que, premièrement, sur le point de l'université, certes, les étudiants musulmans israéliens ont le droit d'aller aux universités, mais tu l'as vu comme moi, qu'ils n'ont pas accès au fonctionnariat, ou qu'ils n'ont pas accès à l'emploi à partir du moment où ils ne peuvent pas faire le service militaire. Pour les questions de la séparation, tu as vu comme moi, quand j'étais à Hebron, la difficulté qui était la mienne d'accéder à la ville et de passer les checkpoints. Et donc je voulais simplement qu'on parte de cette expérience pour nuancer le propos et voir à quel point il faut qu'on n'ait pas des visions partielles et donc finalement partielles, et qu'on essaye de vraiment être dans la nuance et de voir qu'il faut, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, davantage de dialogue, mais à partir de là, il faut présenter des positions nuancées et pas biaisées. Voilà. Et merci pour cette conférence. Et ce qui a été intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a eu un débat à la fois avec nos intervenants et entre nous. Donc j'espère que ce débat pourra continuer et qu'on pourra peut-être contribuer à davantage de réponses. Merci.